à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler des capacités aériennes et spatiales françaises, j'ai le plaisir de recevoir le major général de l'armée de l'air et de l'espace, le général de corps aérien Dominique Tardif. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre Jublin et merci pour votre invitation. Alors on va évidemment beaucoup parler des armes et des ailes françaises dans cette émission, d'autant qu'on fait ça évidemment la semaine du Salon international de l'air et de l'espace, que tout le monde appelle le Salon du Bourget en général. Mais avant tout, quand je reçois un officier général comme vous l'êtes, j'aime bien commencer par parler un peu d'autre chose que de l'actualité et des perspectives de l'institution, et notamment du parcours militaire qui vous a mené là, parce que je trouve que ça dit toujours quelque chose d'intéressant sur l'institution, justement, sur un chemin individuel au milieu de la grande machine. Et en l'occurrence, j'aurais aimé commencer par la fin dans votre cas, et par cette fonction de major général de l'armée de l'air et de l'espace, parce que c'est une fonction qui n'est pas si connue, qui est même, je crois, un peu obscure pour un public large. Alors je vais préciser tout de suite, pour ceux qui ne regarderaient pas cet épisode en vidéo, que vous êtes général de corps aérien, comme je l'ai dit, ça veut dire général 4 étoiles, quand le chef d'état-major en a 5. Donc, bon, c'est un repère comme un autre, mais qui est relativement parlant, ça sert à ça. Et voilà, c'est une fonction qui existe dans les 3 armées, dans la gendarmerie aussi d'ailleurs. Donc voilà, qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce que ça consiste ? Alors, le major général de l'armée de l'air et de l'espace, d'ailleurs j'ai pris ces fonctions assez récemment depuis le mois de mars de cette année, donc c'est tout nouveau. Il a 2 grandes fonctions, je dirais. La première fonction, c'est de faire travailler, coordonner, arbitrer et orienter les travaux de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, qui est constitué de plusieurs bureaux qui traitent de différents sujets, aussi bien de la finance, que de la préparation de l'avenir, que des opérations, que de la maintenance, en fait tous les grands sujets qui structurent l'armée de l'air et de l'espace. Et la deuxième grande fonction, c'est être effectivement un appui du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et pouvoir le remplacer si nécessaire dans différents événements ou différentes interventions. Alors, puisque vous gérez un peu l'état-major, est-ce que ce serait abusif de dire que vous êtes le chef d'état-major du chef d'état-major un peu ? C'est un peu ça, c'est ça. C'est-à-dire que qui lui-même est un peu le chef d'état-major aérien du chef d'état-major des armées, qui lui-même est le chef d'état-major. Enfin, bon, on peut faire en fait une image assez simple par rapport au monde politique. Dans le gouvernement, vous avez un président de la République qui assure effectivement l'ouverture vers l'extérieur, les relations internationales et qui donc incarne la France. Et vous avez un Premier ministre qui a tous ses ministres et qui fait tourner finalement la grande machine de l'ensemble des ministères. Le major général, c'est un petit peu cette fonction-là. Il a plusieurs sous-chefs sous sa coupe. Donc un sous-chef qui est plutôt orienté vers la prospective, vers le capacitaire de demain. Un sous-chef qui est plutôt sur l'activité, donc orienté sur les opérations, l'entraînement, sur aussi tout ce qui est maintenance aéronautique pour ce qui nous concerne en tout cas. Et il y a un sous-chef qui est plutôt transverse, qui s'occupe des questions de ressources humaines, d'infrastructures. Voilà. Et ça, ce sont les 3 grands sous-chefs. Et dessous, il y a les bureaux qui sont les experts et qui traitent l'ensemble des dossiers qu'on a traités pour l'armée de l'air et aussi au profit de l'état-major des armées. Voilà, on y reviendra, mais si maintenant on repart du début, à savoir votre entrée dans la carrière, alors j'ai été un peu surpris, mais en même temps peut-être tous ces mois, en voyant comme première ligne sur votre CV et sur votre parcours, avec lequel je n'étais pas familier, diplômé de l'école des arts et métiers, avant d'entrer à l'école de l'air. C'est classique, c'est canonique, c'est balisé, ou c'est un peu... Il y a une histoire derrière ? C'est assez peu canonique. Mais il y a une petite histoire, parce que quand on regarde l'histoire de l'armée de l'air et de l'espace, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une volonté de récupérer des ingénieurs, notamment pour le domaine qui était plutôt dédié à la maintenance aéronautique de l'ensemble des équipements qui étaient mis en œuvre par l'armée de l'air à l'époque. Et il y a eu pas mal de Gadzards qui ont intégré... Gadzards, c'est arts et métiers. Donc Gadzards, c'est effectivement les anciens élèves, et donc ceux qui sont diplômés des arts et métiers, qui ont intégré l'armée de l'air à l'espace pour apporter toute cette plus-value liée à leur connaissance du monde technologique. Alors pour ce qui me concerne, j'ai fait effectivement, après mon bac, des classes préparatoires. Et à l'issue des classes préparatoires, j'ai passé différents concours, donc, dont l'ENS dans le domaine des sciences et technologies, les arts et métiers et l'école de l'air. Et parmi les 3, en fait, j'ai été reçu aux 3, mais j'ai préféré poursuivre sur les arts et métiers parce qu'en fait, j'ai toujours été passionné par la technologie, le monde industriel, la production et la conception. Et je savais qu'en allant sur cette voie-là, je pouvais aussi intégrer sur titre l'école de l'air.
Donc, sachant ça, j'ai préféré effectivement poursuivre ma formation dans ce domaine-là avec l'École des Arts et Métiers. Alors, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que vous n'étiez pas ce genre de personne qui savait depuis toujours qu'il voulait juste être pilote. Enfin, parce que c'est extrêmement fréquent, enfin étonnamment fréquent, je trouve, quand on parle avec des pilotes, des gens qui savent depuis tout petit qu'ils veulent faire ça, aussi des gens qui ne le sont pas ou qui ne le sont jamais, mais qui ont cette idée-là depuis toujours. Et ce n'était pas votre cas. Ah ben, je dirais si, parce que finalement, moi j'ai toujours été attiré par, depuis très tôt et jeune, j'ai été attiré par l'armée de l'air et le pilotage, parce que déjà mon père était dans l'armée de l'air et l'espace, à l'époque l'armée de l'air évidemment, il était en charge de tout ce qui était maintenance, donc jeune, j'allais régulièrement effectivement sur les différents meetings, je visitais les bases aériennes, donc j'étais quand même assez affranchi des questions de défense et des questions aéronautiques. Je faisais de l'aéromodélisme, mais très rapidement, quand j'étais lycéen, j'ai passé mon brevet de pilote planeur. De l'aéromodélisme, c'est-à-dire vous aviez des avions télécommandés? Des avions télécommandés. On les construisait à partir de pièces de balsa. Donc c'était assez sympa et assez intéressant sur le plan aussi bien technique qu'aéronautique. Et on les faisait voler. Alors des fois, ça marchait très bien. Et puis des fois, on assistait à un crash parce qu'on s'était trompé dans le montage de l'aéronef. Mais en tout cas, c'était très formateur. Et voilà. Et donc... intéressé par l'aéronautique, donc j'ai rapidement, enfin à 17 ans, j'ai passé mon brevet de pilote planeur. L'année suivante, à 18 ans, au moment où j'ai eu le bac, j'ai passé mon brevet de pilote avion. Et j'avais toujours cette idée finalement d'être pilote et une vraie affection pour les questions de la défense, certainement liée à ce qu'a pu me transmettre mon père. Donc, comme je disais, qui avait été dans l'armée de l'air et qui a aussi participé à la guerre d'Algérie. Donc forcément, ça forme un petit peu l'esprit quand on est jeune et ça donne des idées pour l'avenir. Et pourquoi puisqu'ensuite vous avez fait de l'aviation de transport, ça aussi c'était une idée que vous aviez? Parce que c'est hyper intéressant parce que en fait les pilotes, l'armée de l'air, etc., il y a beaucoup de rêves de petits enfants et notamment de petits garçons. Enfin, il y a une dimension très fantasmée, souvent très tôt, mais souvent, en tout cas pour ma génération, c'était Top Gun, quoi. C'était l'aviation de chasse. Est-ce que c'était le cas pour vous aussi et que vous êtes orienté différemment, ou est-ce que ça a toujours été autre chose? C'était le cas. Il faut le dire, Top Gun, vous faites référence à Top Gun, quand j'étais lycéen, Top Gun c'était quand même le film de référence et le film qui faisait rêver tous les jeunes de mon âge, c'est certain. Et donc quand je suis rentré dans l'armée de l'air et l'espace, c'est bien Top Gun aussi qui m'a motivé pour rentrer dans l'armée de l'air et l'espace. Le paradoxe étant, on ne le rappellera jamais assez, que Top Gun n'est pas dans l'armée de l'air, il est dans la Navy. Dans la Navy, bien sûr. C'est l'armée, enfin, c'est l'Air Force américaine qui a touché un jackpot pour un truc sur lequel elle n'a pas misé. Parce Exactement. que tout le monde se plante là-dessus. Et je pense que l'armée de l'air a profité aussi pleinement de ce qu'a pu susciter comme motivation le fait qu'on puisse voir effectivement ce film de Top Gun. Sachant que le dernier Top Gun qui est sorti récemment, je l'ai trouvé tout aussi bien que le premier que j'avais vu il y a 30 ans. Oui, d'accord, là-dessus. C'est une des rares suites parfaitement réussies. Exactement. Ce qui n'était pas gagné, d'ailleurs. Et du coup, rentrant dans l'armée de l'air, évidemment, j'étais parti avec la volonté d'être pilote de chasse. Et quand j'étais à Salon, finalement... ce qu'on appelait la division des vols, c'était le début de la formation de pilote sur Fouga. En milieu de formation, chaque année, on passe la visite médicale dans les centres d'expertise du personnel navigant. Et là, j'ai perdu l'aptitude médicale, ce qui en tout cas, ce qui a conduit au fait que je ne sois plus dans le corps du personnel navigant, donc le corps des pilotes et des navigateurs, mais que je bascule dans le corps des mécaniciens. Et donc, j'ai poursuivi une formation d'officier mécanicien à Salon de Provence. Après, je ne vais pas rentrer dans toutes les péripéties, mais avec toute une succession de visites médicales que j'ai pu réaliser, j'ai pu faire appel à cette décision et on m'a octroyé une dérogation pour être pilote de transport, ce qui m'a permis de revenir dans le corps des pilotes, terminer ma formation à Salon de Provence et basculer rapidement à Avord, sur la base aérienne d'Avord, à côté de Bourges, pour suivre la formation de pilote de transport à l'école d'aviation de transport. C'était quoi vos premiers amours, mais vos premiers avions? C'est quoi à l'époque l'aviation de transport pour l'armée de l'air? On en reparlera, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'A400M, etc. À l'époque, c'est quoi le paysage? Le paysage était structuré autour du Transal pour la partie transport. Il y avait déjà le CASA allait arriver, le C130H venait d'arriver, mais en fait la culture du transport était essentiellement centrée sur le Transal C160. Et d'ailleurs,
une fois que j'ai été breveté à l'école d'aviation de transport, le moment où on reçoit le brevet, donc les ailes qu'on porte toujours fièrement et ces ailes qui font rêver avant d'accéder à ce brevet. Donc une fois franchi cette belle étape, j'ai demandé à être muté, effectivement, enfin j'ai émis le desiderata et ça a été accepté, d'être muté à Orléans, sur la base aérienne 123 d'Orléans, à l'escadron 361 Poitou, sur Transal. Et ce qui était intéressant à l'époque, c'est que le Transal venait juste d'être rénové. C'est-à-dire que l'avionique du tableau de bord avait été repensée avec des écrans, donc on changeait complètement de monde. Et j'étais très heureux d'avoir été retenu pour être parmi les premiers équipages à opérer sur le Transal rénové. Alors après, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que j'ai commencé à le dire, mais c'est le programme structurant de l'aviation de transport de la décennie 2000, puis 2010, puis aujourd'hui, quoi. C'est l'A400M où vous avez été dans le programme, dans une certaine mesure, donc vous avez été commandant en seconde de l'EMATT, donc l'équipe de Marc Transport Tactique. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est, puis surtout, qu'est-ce que ça vous a laissé, enfin, qu'est-ce que ça fait d'être dans un programme aussi structurant, aussi difficile aussi, parce que ça a été un accouchement difficile, la 400M, mais qui dimensionne in fine toute l'aviation de transport française et européenne, quoi, même aujourd'hui. Alors déjà, lorsque j'étais justement au Poitou, à Orléans, et qu'on opérait sur le Transal, on avait quand même en ligne d'horizon ce futur avion de transport. Donc c'est quelque chose qui était quand même dans les esprits depuis le début des années 90. Et donc, le fait que je sois muté en 2001, si je ne me trompe pas, dans l'équipe de Marc Avion de Transport Tactique à Toulouse, pour moi, c'était quand même une grande fierté de pouvoir contribuer finalement à la construction de ce que serait le remplaçant de l'irremplaçable C-160 Transal. Et donc, on était toute une équipe à Toulouse, sur la base aérienne de Francazal, base aérienne 101, on pourra y revenir, mais qui a dû fermer avec les réformes. Mais donc, la base aérienne 101 de Francazal hébergé à l'époque aussi le centre des équipages de Transal, le centre des équipages aussi pour tout ce qui est instruction des hélicoptères. Donc c'était quand même un peu le creuset des transporteurs et des hélicoptéristes. Et donc l'équipe de Marc, donc l'équipe projet A400M, était aussi stationnée sur cette base aérienne et en proximité avec Airbus. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette période-là très passionnante. On a été un petit peu... Et ça fait quoi l'équipe de Marc ? L'équipe de Marc, c'est une équipe de projet, en fait. Donc, c'était finalement des aviateurs de toutes les spécialités, qu'ils soient pilotes, mécaniciens, soutiers, navigateurs. Et on était là pour travailler avec Airbus et définir finalement le cahier des charges beaucoup plus précisément que ce qui était mentionné dans le contrat, pour dire voilà comment on voulait que l'avion fonctionne, comment on voulait que finalement le tableau de bord soit agencé, comment on souhaitait que la soute fonctionne pour faire du largage de parachutistes, du largage de fret, du chargement aussi de tout type de véhicules. C'est tout un ensemble en fait de spécifications qu'on a dû mettre en place avec les autres nations d'ailleurs, puisqu'il y avait plusieurs nations qui étaient clientes de la 400M, et auprès d'Airbus, pour in fine avoir un cahier des charges et donc des spécifications techniques qui soient les plus précises pour permettre aux ingénieurs d'Airbus de développer l'avion qui corresponde au mieux aux opérations qu'on avait amenées et qu'on imaginait devoir mener avec la 400M. Ça a été long quand même. Ça a été long. D'abord, c'est long parce que tout gros programme nécessite beaucoup de temps. On peut noter aussi que le programme A400M a été très ambitieux. On a voulu partir d'une nouvelle soute, de nouveaux moteurs, d'une nouvelle cellule. On n'est pas parti comme souvent fait Airbus lorsqu'il développe, à l'époque il développait la 380, mais il reprenait des briques entières des avions d'avant, comme la 340, qui avait déjà des millions d'heures de vol, qui étaient éprouvées, et il rajoutait des choses novatrices. La 400M, tout est neuf, tout est nouveau. Donc en fait, il y avait quand même une prise de risque qui était assez importante, mais c'est aussi le prix d'une ambition qui permet d'avoir un aéronef aujourd'hui qui soit à la hauteur des enjeux de la défense. Donc c'était quelque chose de très ambitieux, et évidemment, en international, peut-être que ça va un petit peu moins vite, puisqu'il faut toujours arriver à faire converger les différentes nations sur le besoin opérationnel. Donc, on n'avait pas tous la même expérience. Pour préciser, on en a parlé notamment avec Vincent Lamigeon à ce micro, que ça a été un casse-tête particulier, la 400M, sur qui produisait quoi à l'échelle européenne, et que ça a mis énormément de retard sur un projet qui était déjà très compliqué à la base, quoi. Il était compliqué, donc il y avait effectivement la question ce qu'on appelle le work sharing entre les différents industriels qui a été complexe à mettre en place. Il y a aussi, comme je disais, s'assurer que les armées de l'air clientes arrivent à converger sur un besoin opérationnel commun
et qui ne soit pas le plus petit dénominateur commun. Et je pense qu'on y est parvenu. Donc, un vrai projet compliqué, mais moi, je considère que c'est quand même un véritable succès. Même si il y a eu des déboires lorsque la conception a été faite, lorsque les premiers essais ont été réalisés par Airbus. Il y a même eu un crash à Séville, malheureusement. Mais au bilan, on a eu une forte ambition au départ, et je pense que collectivement, les armées de l'air, donc engagées dans ce projet-là, avec l'industriel et les industriels, parce que Airbus, effectivement, c'est l'intégrateur, mais il y a eu Thales, il y a eu effectivement les motoristes qui sont intervenus. On est arrivé à concevoir et produire une machine qui est incroyable et qui change en fait le monde aujourd'hui, en tout cas la capacité de l'armée de l'air à l'espace à produire ses effets et à se déployer dans le monde entier. Vous avez volé dessus ? Enfin, parce que quand on dit commandant en seconde, c'est des trucs comme ça, on ne sait jamais si vous êtes vraiment dans le cockpit ou si vous êtes en chef de projet, etc. Enfin, et en même temps, il y a un truc aussi, j'allais dire tactile, mais c'est pas tout à fait ça, mais il y a un truc aussi de ressenti pour un pilote. Il faut être dans un avion pour voir un peu comment il vole aussi. Enfin, Alors, quand j'étais à l'équipe de marque à l'époque, je n'ai pas volé parce que l'avion n'était que sur du papier et dans les cartons. Et donc, on travaillait sur la partie conceptuelle, donc il n'y avait pas encore d'aéronefs qui volaient. Mais depuis, effectivement, donc le premier vol, il me semble que c'était en 2009, donc j'étais déjà parti de cette équipe de marque, et j'ai eu l'occasion de voler sur la 400M et aussi de faire des missions sur simulateur sur la base d'Orléans. Et oui, on voit quand même toute la compétence industrielle qui a permis d'avoir un avion qui est exceptionnel. Vous regrettez de ne pas avoir été de cette génération qui aurait pu toucher un nouvel avion comme ça ? Non, je ne regrette pas. Chaque génération a ses aéronefs et avec les performances qu'apportent ces aéronefs, les transporteurs qui ont vécu à l'époque du Dakota, DC-3, c'était une autre histoire, c'était une autre façon de faire les missions. Ceux qui étaient sur Nord Atlas, c'est pareil. Nous, on l'a vécu sur Transal, et maintenant c'est sur A400M. Ce qu'on peut noter, et juste pour faire un clin d'œil finalement à ce qui tient à cœur notre chef d'état-major de l'armée de l'air à l'espace, c'est l'esprit d'escadrille. L'esprit d'escadrille dans le monde du transport existe, mais change finalement en fonction de la machine. Par exemple, lorsqu'on faisait une régulière, donc une régulière, c'était une ligne régulière en Afrique avec le Nord Atlas, il y avait des escales très rapides. Donc c'était long pour aller jusqu'en Afrique et c'était long pour en revenir. Avec le Transal, les anciens disaient mais maintenant vous allez très loin, très vite, l'esprit d'escadrille va changer, on n'a plus les soirées ensemble, etc. En fait si, mais effectivement l'environnement a changé et puis maintenant avec la 400M, je pense que c'est plus du tout la même chose. Je prends souvent un exemple, quand j'étais sur Transal, on nous a confié la mission de transporter 2 hélicoptères Fennec en Nouvelle-Calédonie et de prendre les 2 Fennec qui étaient là-bas, donc en fin de potentiel, et les rapporter en métropole. C'est une mission qui a pris 3 semaines, 100 heures de vol. Et, voilà. Et aujourd'hui, avec un A400M, en 40 heures, on est en Calédonie, après on décharge, et puis 40 heures après, on peut rentrer en métropole. Donc ça n'a rien à voir. Donc effectivement, les missions ne sont plus pareilles, la capacité de se projeter n'est plus la même, et la vie des équipages n'est plus la même. Mais elle est tout aussi riche sur la 400M que ce qu'elle a été sur Transal. Donc je n'ai aucun regret. Alors justement, c'est intéressant que vous parliez de Nouvelle-Calédonie, parce que c'est une étape suivante de votre carrière. Alors vous avez fait les bases de l'aviation de transport, donc à Vore, Orléans, etc. Puis en 2016, la Nouvelle-Calédonie, et vous commandez la base aérienne, je ne vais pas me tromper dans le nom, 186 de la Tontouta. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que je me disais, je pense que vous êtes le premier officier général de l'armée de l'air et de l'espace que je reçois à ce micro, et du coup, il y a quelque chose avec le fait de commander une base aérienne. Enfin, ça a l'air d'être un jalon particulier. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être ce que ça représente dans une carrière d'officier de l'armée de l'air, ce point qui est commander sa base? Oui, c'est un jalon, effectivement. C'est un niveau de commandement qui est confié au colonel de pouvoir effectivement exercer le commandement d'une base aérienne. Il y a plusieurs étapes dans une carrière d'officier, donc j'allais dire d'officier pilote pour ce qui me concerne en tout cas. Au début, on est responsable d'une mission, donc notamment quand on partait nous avec le Transal, eh bien, on avait un équipage, des mécaniciens, un avion. On partait en Afrique, ça durait 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, et on était responsable de l'entièreté finalement de l'exécution de cette mission. C'était les premières responsabilités. Après arrivent les responsabilités de commander un escadron.
Ça, c'est un deuxième niveau de Donc, responsabilité. plusieurs aéronefs, plusieurs équipages. Voilà, plusieurs aéronefs, plusieurs équipages, une équipe de mécaniciens pour assurer la maintenance. Et l'étape d'après, c'est commander une escadre. À mon époque, il n'y avait plus d'escadre, mais aujourd'hui, on peut commander une escadre. Et une escadre, finalement, engerbe plusieurs escadrons opérationnels. Et l'étape suivante, c'est commander une base aérienne. Et au-dessus, c'est commander une brigade. D'ailleurs, ça, on pourra y revenir. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on passe des hommes, enfin des équipages, au lieu. Oui. C'est-à-dire, on monte en dimension, mais c'est des équipages, des appareils, etc. Et puis à un moment, c'est un endroit au sol qu'on commande, et c'est là que ça change de dimension, quoi. Ah, ça change de dimension, oui. Donc effectivement, il y a différents niveaux de commandement, et oui, il y a au fil de la progression dans ces niveaux de commandement, effectivement, la fonction de pilote devient de moins en moins importante. Et il arrive un moment dans la carrière d'un officier pilote de ne plus être amené à piloter, mais de n'avoir que des fonctions de commandement, ou alors des fonctions qui sont plutôt en administration centrale, comme l'état-major de l'armée de l'air et l'espace, où là, c'est d'autres fonctions et d'autres qualités qu'on exploite parmi les officiers. Donc c'est quand même, il y a une vraie progression, mais il est intéressant de dire qu'effectivement, il arrive un moment où on n'est plus dans le domaine des opérations, on est plutôt dans le domaine de l'organisation, du commandement de façon plutôt stratégique. Et pour la passion qui a pu animer, si je considère la communauté des pilotes au début de la carrière, eh bien, cette passion doit se transformer en autre chose pour qu'on reste des grands serviteurs de l'État, mais plus aux commandes d'un avion ou d'un hélicoptère, mais plutôt aux commandes de l'armée de l'air dans les responsabilités qui nous sont confiées au fil des affectations. Vous continuez à voler quand même ? Eh bien oui, à l'extérieur. En fait, comme je le disais au début, j'ai volé avant de rentrer dans l'armée de l'air. J'ai toujours volé en aéroclub pendant mes temps d'affectation dans l'armée de l'air et l'espace, et aujourd'hui je continue à voler. Vous voulez dire quand vous étiez sur des transats, sur des C-160, c'était agréable d'avoir de temps en temps un avion légèrement plus maniable entre les mains, c'est ça ? Oui, voilà, et puis avoir une certaine liberté aussi de vol, pouvoir aussi partager la passion avec des amis et de la famille. J'ai fait aussi beaucoup de vol à voile, du planeur, et qui est une activité assez sympathique et qui est assez qui développe l'esprit de compétition aussi. Donc je trouvais ça toujours très agréable de le faire. Et ça aujourd'hui, développe l'esprit de compétition pour aller le plus loin possible. Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on est en vol à voile, eh bien, il faut toujours aller chercher des ascendances. Et puis on se donne des objectifs. On veut faire 100 km, 200 km, 500 km. Donc il faut aller chercher finalement les zones qui nous permettent de monter et éviter les zones où ça descend pour pouvoir faire le circuit qu'on s'est donné au départ. Donc c'est quand même, il y a un petit côté sportif qui est assez sympa. Mais voilà, donc je continue à voler. D'ailleurs, je crois que c'était le week-end dernier, je volais parce que je suis inscrit à l'aéroclub de Clermont-Ferrand et donc ça me permet de survoler la région que je trouve magnifique. Oui, mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je connais plein de pilotes qui effectivement sont dans des fonctions plus organiques maintenant et qui font quand même des centaines de kilomètres pour pouvoir juste voler un week-end. Et je trouve ça... il y a un truc de passion qui est quand même assez particulier. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de généraux de l'armée de terre qui font des centaines de kilomètres pour faire un tour en char... en chenille, quoi, mais c'est intéressant. C'est certainement pour moi, c'est la traduction du fait que les aviateurs, lorsqu'ils rentrent dans l'armée de l'air, à l'espace, il y a quand même quelque part aussi une passion pour l'aéronautique, une passion pour les pilotes, pour le pilotage, évidemment, et cette passion, on l'a assouvie d'une manière ou d'une autre, mais ça ne veut pas dire que tous les pilotes de l'armée de l'air à l'espace poursuivent une activité à l'extérieur, mais il y en a un certain nombre. Je connais aussi le patron du CDAOA qui a son propre avion et qui vole quasiment tous les week-ends. Alors, ensuite, on va clore ça, mais vous avez été représentant national de l'armée de l'air dans l'opération Chamal, donc l'opération au Levant, contre l'État islamique, quoi. Ça ressemblait à quoi ? C'est quoi cette fonction ? En voyant ce truc-là, je me suis dit, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, représentant national là-dedans. Oui, alors représentant national, ce n'était pas que de l'armée de l'air, c'est représentant national des forces armées françaises. Donc on parle bien de l'opération Chamal, qui est finalement la participation des forces françaises à la coalition OIR, qui est une coalition large et menée par les Américains. C'est l'opération Inherent Resolve. Voilà, l'opération Inherent Resolve qui a été déclenchée en 2014 pour aider finalement les forces armées irakiennes à lutter contre la constitution de l'État islamique par les groupes de Daeshi.
Voilà. Et donc, moi, lorsque j'ai été déployé en Irak, donc j'étais on va dire le patron de Chamal, la participation française à cette coalition. Et en fait, j'avais une double fonction. J'étais le représentant national, donc je devais assurer le bon emploi des moyens des forces françaises mis en œuvre au profit de la coalition OIR. Ça, c'était la première fonction. Et la deuxième fonction, c'est que j'occupais finalement un rôle très particulier dans l'organisation en fait, de cette coalition, dans l'état-major de cette coalition. Vous savez que tout état-major d'opération, il y a des numéros. Il y a 1, 2, 3, 4, souvent c'est un J devant, parce que là c'était le niveau interarmé, le joint. Donc il y avait le 1 qui est forcément les ressources humaines, 2 le renseignement, 3 les opérations, 4 le soutien, 5 la planification, 6 tout ce qui est système d'information et de communication, 7 le retour d'expérience, 8 la finance, et moi j'étais le 9. Le 9, c'est tout ce qui est articulation. Je suis ravi que vous l'ayez donné parce que à chaque fois que quelqu'un me dit ça, c'est un jargon. Après, parfois il y a même 2 chiffres combinés, etc. Oui, il y a les 35, etc. Non, mais je suis très content que comme ça, c'est dans un épisode, il y a la nomenclature, il y a le vadémécum. Voilà, donc pour le 9, c'est tout ce qui est action civilo-militaire, affaires civiles. Donc en fait, c'est l'interaction des forces armées d'une coalition avec les autorités civiles du théâtre dans lequel on opère. Donc, pour cette fonction-là, j'étais le représentant du commandant d'OIR, qui était un commandant finalement, un général américain de l'armée, et je le représentais dans toutes les interactions avec les ambassadeurs qui étaient engagés dans cette coalition, avec aussi les représentants de l'ONU en Irak, et puis avec l'ensemble des représentants des ONG qui étaient impliqués finalement dans des actions au quotidien en Irak et en Syrie, et pour lesquels l'interaction avec les forces de sécurité irakiennes devait être coordonnée et synchronisée. Donc j'avais ce rôle d'articulation finalement entre ce monde civil et le monde des forces armées de la coalition OIR. Et c'est marrant quand même que ils ont envoyé un aviateur et un aviateur de transport pour cette opération-là qui était très aérienne, mais pas particulièrement sur l'aviation de transport. Enfin, c'est intéressant comme ça. Ah ben je ne dis pas que ce n'était pas intéressant. Moi, j'ai trouvé ça passionnant à différents titres. Effectivement, il y a un titre très militaire, notamment parce que nous, on a porté à cette coalition une capacité chasse avec des Rafales. Donc, il y avait tout ce qui était ciblage, le ravitaillement, etc. Et avec le ravitaillement, il y avait, oui, bien sûr. Il y avait toute la chaîne derrière, quoi. Il y avait toute la chaîne derrière, oui, bien sûr. Et puis, il y avait aussi un volet de force spéciale. On avait aussi un ensemble d'officiers intégrés dans les différents bureaux de l'état-major de la coalition OIR pour pouvoir, effectivement, intervenir à chacune des phases de planification ou de conduite des opérations. Donc, ça, c'est passionnant. Tout ce qui était apport avec le Rafale, eh bien, ça conduit aussi à des questions de ciblage. Donc je participais effectivement aux études qui étaient liées au ciblage et puis à la manière avec laquelle on pouvait évaluer les dommages collatéraux éventuels et prendre le risque ou pas de mener la mission en fonction de l'évaluation des dommages collatéraux. Donc tout ça est passionnant et notamment pour un transporteur, ça ouvre les chakras à beaucoup de domaines qui n'étaient pas forcément les domaines naturels lorsque j'étais au Poitou sur Transal. Voilà. Mais c'était passionnant à ce niveau-là. Et ça fait quoi de bosser en coalition intégrée avec les Américains ? Est-ce que c'est toujours un choc de... C'est ce sur quoi je voulais venir et j'ai trouvé ça aussi très instructif. Moi, j'ai trouvé ça très instructif à plusieurs titres parce que, d'abord, c'est un état-major qui fonctionne avec la méthode. Les Américains, ils déroulent une méthode, ils l'appliquent et ça conduit à des points de décision, ils prennent des décisions, il y a de l'action, après il y a le retour d'expérience et ça repart dans un cursus de planification et je trouvais que ça marchait très très bien. Ça, c'est le premier point. Plus corseté que les procédures en France, quoi. Je n'irai pas jusqu'à faire une comparaison avec ce que l'on fait en France, mais en tout cas, il y a de la méthode et il y a de la capacité de prendre de la décision. Les officiers américains, notamment les généraux qui étaient mes counterparts, chefs de branche aussi, les fameuses branches qu'on a évoquées tout à l'heure, ce sont de véritables machines. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'ils font 1 an sur une opération. Il n'y a jamais d'éclat, ils travaillent tous de façon très professionnelle et donc ils sont endurants, résilients quand il y a des moments difficiles et il y a eu des moments difficiles puisque
Et il y a eu des tensions par moments où l'ensemble de nos bases étaient attaquées par tous les proxys iraniens, donc tous ces groupes chiites qui voyaient d'un mauvais œil la présence de la coalition OIR. Tout ça n'a pas du tout déstabilisé le bon fonctionnement de l'état-major. Donc ça, c'est assez impressionnant. Ils ont aussi une capacité à se remettre en question, et moi, ça m'avait énormément frappé, c'est qu'on avait des briefings tous les 2 matins, et un matin, il y avait une présentation par des historiens, donc historiens militaires américains, qui ont dit, tiens, on va faire une petite présentation sur ce qu'a été finalement l'action militaire américaine en 2003 et le résultat ou les conséquences de l'intervention militaire américaine en 2003 avec effectivement la chute de Saddam Hussein, la mise en place d'un gouvernement provisoire qui a déclenché tout un ensemble de conséquences pour la zone qui n'est pas anodin. Ça doit être sympa comme mission pour un historien C'était assez militaire. intéressant de voir que le commandant de l'opération OIR acceptait finalement un regard plutôt critique de cette équipe d'historiens et sans forcément vouloir défendre à tout prix les décisions qui avaient été prises en 2003, ce qui permettait finalement au niveau de la coalition d'avoir une ouverture d'esprit sur ce qui avait été bien, ce qui avait été un peu moins bien, et en prendre finalement des enseignements pour ce qu'on avait à faire aujourd'hui dans la conduite de l'opération de la coalition OIR. Donc En ça, plus, c'est assez remarquable. En tant que Français, avoir des historiens qui font un retour d'expérience sur 2003, ça doit être très agréable. C'était assez agréable aussi, je ne peux pas le cacher. Mais non, voilà. Assez impressionnant. Après, on n'a pas la même façon de voir les choses, c'est certain. C'est-à-dire que s'ils sont capables, oui, mais aussi la façon de prendre des décisions chez les Américains, c'est quand même, il y a toujours cette notion je dois être le plus fort et comme ça je serai entendu, alors que nous, en France, on est dans la recherche de certains points d'équilibre. On n'est pas non plus dans la recherche d'être le mal dominant et le plus fort. Et les Américains, on voit bien que ça retombe toujours sur la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit les plus forts, il faut qu'on marque notre empreinte, etc., etc. Pour autant, les analyses qu'ils sont capables de faire sur, par exemple, la société irakienne et la complexité de cette société irakienne qui est quand même à la croisée de plusieurs ethnies, de plusieurs cultures, de plusieurs religions, ils avaient une capacité assez pointue et précise d'analyser tout ça. Mais les décisions stratégiques qui étaient prises derrière, c'est pas celles qu'on aurait forcément prises en France. Voilà. Ici, ils sont mis. Ça, c'était pas évident depuis le début, cette subtilité d'analyse. Mais il ne faut pas négliger leur capacité d'analyse. Ouais. Après, ce qui était assez intéressant aussi dans cette coalition, c'est de voir finalement les différentes cultures portées par chaque représentant de nation participant à cette coalition. Moi, j'étais impressionné, pour les raisons que je viens d'évoquer, par les Américains. J'ai beaucoup apprécié aussi les Britanniques. Ils ont la même culture que nous, une culture de réflexion stratégique, d'autonomie dans la réflexion stratégique. Même s'ils sont très liés aux Américains, ils sont capables d'avoir une vision aussi qui est propre à eux et qui est assez consistante au regard de la manière avec laquelle ils analysent la situation. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir et assez souvent de la convergence de points de vue avec les Britanniques. Pour les autres nations, c'était un peu plus différent et c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici en Europe, où en Europe, finalement, l'OTAN assurant la protection de tous les Européens, ça affranchit finalement certaines nations de porter des réflexions de nature stratégique en toute autonomie, et ça on le retrouve quand on est dans une coalition comme OIR. Voilà, donc une expérience passionnante, et juste pour mentionner un point où finalement, comme je disais, j'avais 2 fonctions. Je représentais l'État français, ou en tout cas les forces armées françaises, et le bon emploi de nos moyens dans le cadre du mandat qui était de défaire Daesh, et le fait que j'étais aussi patron du J9, donc sous la coupe directe du COMOIR. Et un jour, le COMOIR a rassemblé les représentants nationaux parce qu'ils voulaient arrêter d'appuyer les Irakiens dans leur combat contre Daesh pour les appuyer dans un combat contre les proxys iraniens et donc les groupes chiites qui menaient des actions contre les bases américaines, ce qui était complètement hors mandat. Et en fait, je me suis aperçu que bien souvent dans ces cas-là, la France se retrouve seule à dire qu'on n'est pas d'accord. Et c'était un petit peu, pas très compliqué, mais un petit peu ambigu, parce que je n'étais pas d'accord avec le COMOIR, qui était quand même mon chef dans ma fonction de J9. Donc il y a eu un petit débat rapidement qui s'est arrêté, et puis on a repris la discussion au sein d'un bureau. Mais c'est là où on voyait
que finalement porter ces deux responsabilités sur la même personne, il peut y avoir des moments où on est obligé de faire la différence entre les deux responsabilités. Ouais. Alors, maintenant, si on passe peut-être aux dynamiques et à l'actualité de l'institution, en l'occurrence l'armée de l'air et de l'espace, il me semble que c'est particulièrement intéressant d'en discuter avec quelqu'un de votre niveau, c'est-à-dire de la vision d'ensemble, parce que j'ai l'impression, en tout cas de là où je suis placé, qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Alors on peut dire que c'est le cas pour tout le monde, mais pour vous en particulier, vous les aviateurs, je vais faire une liste rapide de ce qui m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire que d'une part, il y a ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est évidemment la guerre en Ukraine, le retour de la haute intensité, la menace russe, etc. On va en parler évidemment. Mais d'autre part, il y a une tendance de long terme, me semble-t-il, à se déployer et à s'emparer de plus en plus de domaines. Il y a évidemment l'espace, puisqu'il y a eu le commandement de l'espace qui a été créé en 2021 et qui relève de l'armée de l'air et de l'espace. Il y a aussi la très haute altitude, en dessous, qui est un enjeu en soi, dont tout le monde s'est un peu aperçu en 2023 avec le ballon chinois au-dessus des États-Unis. Mais en fait, ça existe depuis bien plus longtemps et voilà, et c'est important. Et la France doit d'ailleurs se doter d'une stratégie qui doit sortir ces temps-ci, dans pas longtemps, me semble-t-il. Mais d'autre part, et puis il y a aussi les missions plus traditionnelles, mais qui sont encore là. Typiquement, voilà, la projection dans le monde entier. Ça disparaît pas. Typiquement, l'opération Apagan en 2021 pour l'Afghanistan, ça montre bien que c'est toujours central de pouvoir faire un pont aérien et de pouvoir évacuer des gens extrêmement rapidement. Si on rajoute à ça les divers programmes, notamment le SCAF, qui va être structurant, avec en plus la volonté croissante de se projeter et d'avoir des capacités stratégiques en Indo-Pacifique, enfin bon, ça fait quand même beaucoup de choses à arbitrer, à articuler, voire avec lesquelles jongler, dans une certaine mesure. Mais voilà, peut-être commençons par là. Est-ce que c'est aussi votre impression, depuis votre position, qu'il y a particulièrement beaucoup de choses qui arrivent en même temps pour votre institution depuis quelques mois ou quelques années en tout cas? Oui, c'est évident. Et si on veut regarder de façon assez globale les grands enjeux face auxquels on a à opérer et à trouver un chemin pour l'avenir, il y a déjà l'enjeu qui est porté par la situation sécuritaire et géopolitique qui est très évolutive. J'ai coutume de dire que depuis 5 ans, finalement, on ne passe pas 6 mois sans une rupture stratégique. Le fait qu'en 2022, la Russie envahisse l'Ukraine, il y a 1 an avant ça, on se disait, mais est-ce que vraiment la Russie a un intérêt à envahir l'Ukraine au regard finalement de ce qu'elle perdra en hommes, en matériel et peut-être en crédibilité internationale? C'est un petit peu comme ça que les choses étaient pensées avant, et on avait du mal à penser qu'ils puissent passer le Rubicon justement et attaquer. Et ils l'ont fait. Et on s'aperçoit que si on va un petit peu plus dans le Levant, on imaginait mal que les Houthis s'attaquent directement aux intérêts occidentaux, notamment à travers les bateaux qui passent dans la mer Rouge. C'était pas concevable. Le fait qu'il y ait eu des attaques directes entre l'Iran et l'Israël directement sur leurs territoires respectifs, c'est quand même une escalade supplémentaire à laquelle on a été obligé d'en faire le constat. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Le régime de Bachar el-Assad qui tombe, qui s'écroule, qui n'a pas forcément été bien vu par tout le monde, même par les Israéliens qui ont été surpris. Et je ne parle pas non plus de la Chine. La Chine qui, quand même, a une capacité de faire des démonstrations de puissance militaire de plus en plus marqué, viril et sans finalement retenue, ça doit aussi nous dire quelque chose et nous exiger de notre part de continuer à regarder ce qui se passe pour mieux anticiper et être prêt finalement à différentes options militaires en fonction de ce qui sera décidé par le niveau politique. Donc l'environnement bouge beaucoup. Récemment aussi avec le repositionnement qu'on pressent des États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence, à la Maison-Blanche, on voit bien que voilà, ces lignes de fond américaines qui ont été initiées par Barack Obama en 2009 avec le pivot asiatique, bon ben voilà, il y a quelques soubresauts, mais les plaques tectoniques bougent dans ce sens-là. Donc ça dit aussi beaucoup de choses sur la manière avec laquelle les Européens doivent envisager et considérer leur sécurité sans finalement autant d'appui américain que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Mais vu depuis l'état-major, vous avez l'impression un peu d'aller d'un incendie à l'autre depuis quelques années, plus particulièrement plus nettement que dans les années précédentes, quoi. Oui, alors ça c'est essentiellement lié avec la fonction que j'avais avant. J'étais sous-chef activité. Dans un sous-chef activité, finalement, on a toute la panoplie des opérations. Il y a la partie entraînement, maintenance, etc. Mais dans le domaine des opérations, j'ai vu quand même une certaine accélération du rythme
et la nécessité finalement d'envoyer des moyens à un endroit, les retirer pour les envoyer ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a une certaine accélération de la dégradation sécuritaire qui donc, par voie de conséquence, exige une accélération aussi d'options militaires, de mise en œuvre de ces options militaires. Donc ça, c'est quand même caractéristique de l'environnement dans lequel on doit opérer, et c'est aussi cet environnement qu'on doit prendre en compte quand on réfléchit au futur. Il y a un autre domaine qui est nouveau et qu'on doit prendre en compte aussi, c'est l'explosion des nouvelles technologies. Il y a quand même une accélération, et on le voit avec l'Ukraine, de la capacité à construire des drones. On voit aussi tout ce que peut apporter l'exploitation des données, la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, l'automatisation. Tout ça, c'est quand même un environnement qui est très, très rapide, très dynamique, et qui se confronte finalement à ce qu'on a eu l'habitude de faire pendant 30 ans, c'est-à-dire ciseler de nouveaux aéronefs avec des performances vraiment pointues et avec une BITD, donc une base industrielle et technique de la défense, qui était très orientée sur aller chercher des matériels très performants, peut-être en petit nombre, sans se préoccuper finalement de la capacité de chaîne de production qui elle produisait juste ce dont on avait besoin parce qu'on n'avait pas un gros besoin. Voilà. Donc cet environnement industriel doit aussi englober maintenant toute cette effervescence au niveau des nouvelles technologies pour s'assurer que finalement tout ce que pourront apporter ces nouvelles technologies vont rentrer dans ce monde qui existe déjà, dans ces plateformes Rafale, A400M, etc. Et en plus, vous ramassez tous les milieux, vous ramassez de 20 à 100 km et 100 km voilà, pour l'institution. Et c'est le dernier point sur lequel je voulais venir. Donc autant ces deux premiers points, donc la dégradation sécuritaire et l'envolée ou l'explosion des nouvelles technos, c'est valable aussi bien pour l'armée de l'air et l'espace que pour l'armée de terre, que pour la marine nationale. Mais en plus, nous, on a une extension du champ physique dans lequel on doit opérer. Pendant 90 ans, et on a fêté dignement les 90 ans de l'armée de l'air et l'espace l'été dernier, en 2024, au château de Versailles. C'est 90 années d'exploitation finalement d'une partie de l'espace aérien qui allait du sol jusqu'à 18-20 km. En 2019, on a créé le commandement de l'espace, donc toute la partie orbitale maintenant est traitée par un commandement qui est dédié, qui appartient à l'armée de l'air et l'espace. Et comme vous le disiez, il y a aussi maintenant l'enjeu de la très haute altitude, donc des opérations en très haute altitude qui se situent entre 20 km et 100 km, qui est donc un espace aérien, qui est la continuité de l'espace aérien dans lequel on évolue. Là aussi, il y a de gros enjeux parce que cette tranche d'altitude, elle est souveraine. Donc en fait, la souveraineté de l'État français doit s'exercer du sol jusqu'à 100 km. Au-delà, c'est l'orbital, donc c'est plus dans le domaine souverain. Et pour exercer notre souveraineté, il faut savoir ce qu'il s'y passe, pour intervenir si nécessaire. Et c'est toutes ces questions qu'on se pose. Ça, c'est un premier volet de questions qu'on doit se poser pour la très haute altitude. Le deuxième volet, c'est au-dessus d'un théâtre d'opération, qu'est-ce que finalement la très haute altitude peut apporter comme vulnérabilité à nos forces, et puis aussi quelle opportunité on peut saisir en exploitant la très haute altitude pour avoir un gain de supériorité opérationnelle dans un champ de bataille. Donc voilà, il y a quand même bien deux grands volets qu'on essaie d'adresser, et c'est la raison pour laquelle on a établi un document, toute une étude qui a été portée à la connaissance du ministère des Armées pour préciser finalement les enjeux qui sont portés par la THA et finalement les premiers travaux qu'on doit mener, donc ce qu'on appelle les quick wins. Donc il y a 7 travaux qu'on mènera en 2025 et ça se poursuivra en 2026 d'expérimentation pour qu'on commence à prendre compétence dans ce grand domaine. Alors, on en reparlera, je pense, à ce micro, mais bon, revenons peut-être sur ce à quoi vous avez commencé à faire allusion. C'est l'Ukraine, évidemment, qui est l'urgence. Et comment ça vous impacte directement, cette perspective de la très haute intensité avec, je vais le dire pour défricher le sujet, mais il y a la question que tout le monde pose, c'est la question de la masse, évidemment, le format des armées françaises par rapport à ce qu'on voit en Ukraine, c'est-à-dire une bataille aérienne où ils ont perdu beaucoup d'aéronefs et où ensuite tout est un peu interdit en ce moment avec des exceptions. Voilà, comment est-ce que, disons, en ce moment, ça impacte directement les perspectives capacitaires pour l'armée de l'air et de l'espace d'être capable, ou pas hein, d'ailleurs, il y a des gens qui disent que de toute façon on n'aura jamais une guerre comme l'Ukraine, parce que c'est pas on a la dissuasion, et que donc c'est pas un format d'engagement qui est pertinent directement pour nous, mais en tout cas comment est-ce que ça vous force à penser, repenser, altérer le format actuel de l'armée de l'air et de l'espace ?
C'est une question qui est, à mon avis, très complexe. Parce qu'en fait, lorsqu'on voit ce qui se produit en Ukraine et qu'on veut en faire un retour d'expérience, ou en tout cas en tirer des enseignements qui nous permettraient de construire finalement les capacités de l'armée de l'air et de l'espace de demain, il ne faut pas se tromper sur la manière avec laquelle on analyse la situation en Ukraine. Et la situation telle qu'elle est aujourd'hui, on peut dire, regardons la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est quand même un peu des combats de tranchées, avec de l'artillerie qui est plus ou moins remplacée par des drones FPV. Donc voilà, il faut se préparer à ce type de guerre. Mais en fait, si on arrive à une telle situation sur le champ de bataille, c'est qu'il y a eu des choix qui ont été pris, notamment par les Russes qui ont envahi l'Ukraine, qui ont été pris au tout début de la guerre. Et ces choix-là, est-ce que nous, on aurait fait les mêmes choix? Est-ce qu'on aurait pris les mêmes décisions? Et si les décisions n'avaient pas été prises de la même manière, est-ce qu'on arriverait à la même situation? C'est ça la difficulté, c'est-à-dire que... Et c'est hyper intéressant parce que, alors je veux dire, peut-être, en tout cas le sous-texte que je lis, que j'entends dans ce que vous dites, c'est on aurait peut-être fait une guerre plus à l'occidentale, c'est-à-dire en s'assurant directement de la supériorité aérienne, en la quadrillant, parce que c'est comme ça que les armées occidentales et otaniennes font depuis au moins les années 90, puis même le pensent bien avant, et que du coup ça aurait été verrouillé, etc. La réponse qui peut vous être faite, c'est les Russes aussi se préparent à ça depuis des décennies et que la défense anti-aérienne russe sont calibrées pour ce genre d'effort aussi. Donc ça ne solutionne pas totalement cette question de l'attrition dans un contexte de haute intensité. Je reviendrai sur l'attrition, mais je pense que le point qu'on évoque là est majeur. Je vous rejoins sur le fait que si une doctrine occidentale avait été appliquée par les Russes, il y aurait eu d'abord en priorité, plutôt que cette invasion par le Nord avec une opération spéciale qui quand même a été un vrai échec. Et on a pu voir d'ailleurs pendant cette opération spéciale des aéronefs russes voler au milieu des systèmes solaires ukrainiens sans avoir au préalable mené des opérations pour neutraliser ces systèmes solaires. Donc en fait, il y a quand même un vrai problème de doctrine au niveau des Russes. Et d'ailleurs, la composante aérienne, notamment par sa composante chasse, est essentiellement conçue par les Russes comme étant un appui des forces terrestres. Et ce qui est assez marquant aussi, c'est qu'au début de l'invasion, donc pendant la première phase de guerre, le commandant de l'armée de l'air russe était un officier de l'armée de terre, et donc il avait sa vision aussi qui était très liée à la doctrine d'emploi des forces terrestres. Ce qu'on peut noter, c'est que la vision russe, c'est effectivement une certaine primauté aux troupes de mêlée, avec de l'appui, et notamment de l'appui de défense solaire. Et en fait, c'est comme ça qu'ils conçoivent, c'est-à-dire l'invasion se fait par les troupes au sol, mais protégées par des systèmes solaires. Et ils estiment que tout ça va avancer ensemble, avec une bulle de protection au-dessus de leurs forces, sans forcément aller chercher finalement à neutraliser au préalable les capacités de défense solaire pour gagner en liberté d'action dans l'espace aérien. Et ce gain en liberté d'action dans l'espace aérien, forcément, contribue à un gain en liberté d'action sur les forces terrestres. Qui tient les hauts, tient les bas, et on aurait essayé de nettoyer le ciel. Il est certain qu'on serait parti dans cette voie-là. Et c'est assez intéressant de regarder, si on change de théâtre d'opération, on prend le Levant. Donc les opérations menées par les Israéliens en Iran en octobre 2024, c'est exactement ça. C'est qu'ils ont préparé le terrain. C'est-à-dire qu'avec une opération d'envergure, avec un certain nombre d'aéronefs mis en œuvre, ils ont neutralisé l'ensemble des défenses solaires iraniennes pour avoir, si nécessaire, une liberté d'action dans l'espace aérien iranien. Et ça, c'est faisable. Tout ça pour dire que ce qu'on appelle l'anti-accès ou l'A2AD, lié aux défenses solaires ennemies, c'est pas une fatalité. Ça peut se traiter. Ça peut se traiter à partir du moment où on sait faire du ciblage et on a les munitions, les armements qui permettent de traiter effectivement ces systèmes de défense solaire. Et je pense que si on revient sur le théâtre ukrainien, le point de départ aurait pu être différent. Et si ça avait été fait selon la doctrine occidentale, ça aurait été différent. Et donc, où on serait arrivé, certainement pas dans la situation où on est aujourd'hui, mais il est très difficile de savoir dans quelle situation on serait. Non, mais il reste qu'il aurait fallu se confronter à des défenses antiaériennes russes qui sont des systèmes de défense multicouches, intégrés, extrêmement performants, voilà. Et que du coup se pose un peu fatalement une question de qu'est-ce que ça aurait donné, et puis surtout quelle aurait été la capacité à durer là-dessus, dans cette situation-là, puisque voilà, je lisais
une excellente étude de l'IFRI sur la supériorité aérienne qui rappelait que l'hypothèse d'engagement majeur de la LPM, c'est 40 chasseurs. 40 chasseurs dans un contexte comme... Alors oui, on peut dire, mais peut-être qu'il n'y aurait pas eu de guerre parce que soit on aurait tout détruit avant et que du coup ça ne se serait pas produit, soit que ça se serait joué dans les airs avant. Mais en tout cas, il y a quand même une question de qu'est-ce qu'on est capable d'alimenter, de réalimenter. Et puis surtout, c'est par ailleurs intéressant, cette question de la supériorité technologique occidentale dans les airs. Enfin, maintenant, les Ukrainiens, ils ont des F-16, ils ont des Mirage aussi. Alors après, savoir comment ils les emploient, pourquoi faire, c'est toute une question à laquelle vous avez plus de réponses que moi, mais j'imagine que... Enfin bon, c'est pas forcément clair, quoi. Mais il y a quand même une question manifeste de combien on peut durer si c'est quelque chose comme ça qui se profile. Tout à fait. Il y a une vraie question après de bascule finalement d'un modèle d'armée qui était quand même très orienté sur la partie, c'était essentiellement orienté sur l'expéditionnaire et les opérations de contre-insurrection. Aujourd'hui, on doit réfléchir à la haute intensité. Donc ça change tout. Ça change tout à différents titres. Lorsqu'on faisait de la contre-insurrection, donc par exemple pour l'armée de l'air et l'espace, on pouvait engager des avions ravitailleurs, on pouvait engager des avions de chasse, et on savait très bien que si jamais on avait une question de dissuasion nucléaire, on pouvait retirer ces avions. C'était en Afghanistan ou en Afrique. En fait, les intérêts nationaux n'étaient pas mis en danger immédiatement. Donc il y avait une souplesse d'emploi des matériels, et même ça va... plus dans le détail de l'organisation des armées. C'est-à-dire que si je parle de maintenance, finalement, on faisait à la hauteur de ce que la maintenance pouvait produire en termes de disponibilité d'aéronefs, parce qu'il n'y a pas d'intérêts nationaux qui étaient en jeu. Aujourd'hui, il faut repenser à ça. C'est-à-dire que, premier point, finalement, comme nous, on doit assurer la permanence de la dissuasion nucléaire, il faut qu'on s'assure qu'on ait toujours les aéronefs dans la bonne version et qu'il n'y ait pas d'attrition sur ces aéronefs. Donc, il y a un moment donné, il faut repenser à démutualiser. Si on a pu mutualiser dans les conflits de basse intensité, parce qu'il n'y avait aucun ou quasiment aucun risque d'attrition, maintenant, effectivement, la partie conventionnelle va emporter un volet d'attrition inévitable. Donc, il y a une question de format et donc une nécessité de démutualiser les contrats pour s'assurer que, finalement, tout ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre de la composante nucléaire aéroportée soit préservé, quels que soient les combats qu'on ait fait au préalable dans le domaine conventionnel. Et ça, je peux préciser, souvent on le pense sous la forme un avion, un Rafale avec 2 ailes et un moteur. En fait, il y a plein, on l'a dit souvent à ce micro, mais il y a plein d'équipements qui sont mutualisés, que ce soit les pods de désignation laser, des perches, il y a plein de trucs qui, en fait, sont dans un grand pool et qui permettent pas d'équiper toute la flotte de Rafale, donc la centaine de l'armée de l'air en même temps. Que s'il y avait besoin de tout sortir du garage, on pourrait pas. La règle un peu canonique pour l'OTAN, c'est qu'il faut 5 avions pour en déployer un, d'une manière générale. Alors on peut sans doute réduire un peu ça, on peut sans doute pousser un peu, mais c'est quand même un ordre de grandeur. Bon, il faut... mais c'est hyper intéressant parce qu'on se focalise, et je pense que c'est tout à fait symptomatique de ce que ça a été le traitement médiatique des questions de défense en France pendant 20 ans. C'est-à-dire on était focalisé sur les équipements emblématiques, notamment le Rafale. Donc on pense au Rafale, mais on pense donc pas tant que ça aux équipements, et puis on pense pas tant que ça à... Une question majeure, c'est celle des munitions aussi, et des missiles, qui sont exactement sur le même paradigme que le Rafale, c'est-à-dire ils sont super, tout le monde le dit, que leurs performances sont super. Après la question c'est combien on en a, et s'il faut s'en servir, comment on en reproduit, parce qu'ils sont tellement super qu'ils sont pas rapides à produire en fait. Oui. Non mais effectivement, la question des stocks de munitions, c'est une vraie question qui est posée et sur laquelle l'ensemble des armées, avec l'état-major des armées, nous travaillons dessus. Donc il y a forcément une nécessité, et ce que prévoit la loi de programmation militaire, qui est 24-30, de renforcer effectivement les stocks de munitions. Et en fait, c'est toujours un équilibre entre les stocks de munitions et la capacité de production. Et donc il y a tout un travail qui doit être fait et mené par la Direction générale de l'armement pour s'assurer que, oui, on a du stock, et voir et challenger les industriels sur leur capacité de production, ce qui n'était jamais une question avant. Et maintenant, oui, parce qu'on ne peut pas non plus stocker de quoi faire 4 ans de guerre. Donc, et c'est bien un équilibre entre les deux, donc la capacité de production et le stock. Donc, on doit pouvoir les stocker, c'est juste que ça va être un peu dommage, parce que en fait, plus c'est technologique, en plus il faut les remettre à niveau, il faut les entretenir, ça coûte aussi de l'argent, etc. C'est problématique, quoi. Alors, exactement. Il y a toujours un enjeu sur les munitions sophistiquées ou à domaine de maintenance, et finalement, il y a des dates d'expiration en calendaire ou en nombre d'heures de vol.
Mais là aussi, c'est un autre sujet sur lequel on doit travailler. C'est-à-dire que si on a mis ces butées-là, c'est qu'on on était d'accord pour mettre en place des exigences très fortes sur la performance de ces missiles ou de ces bombes. Moi, je pense que quand on rentre dans un domaine de haute intensité, il faut peut-être revoir aussi ces objectifs de sécurité ou ces objectifs de performance, parce que sinon, on est extrêmement contraint. Est-ce que les Russes ou les Ukrainiens sont aussi susceptibles sur le cahier des charges après, les trucs russes, souvent, ils s'exposent pas, ce qui est un autre problème, mais bon, il y a peut-être un moyen terme à trouver, quoi. Il y a un moyen terme à trouver, et ça, c'est une vraie question sur laquelle on travaille, effectivement, pour aller chercher aussi bien des niveaux de performance que des niveaux d'objectifs de sécurité qui soient compatibles de ce qu'est la haute intensité et pas aussi précautionneux que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Mais c'est hyper intéressant parce que donc on pourrait dire, donc la question c'est toujours comment créer de la masse, recréer de la masse, être capable à créer de la masse, de créer de la masse au coup de sifflet si on veut, quoi, enfin si on doit plutôt. Une piste, qu'on évoque souvent, c'est les drones, évidemment, puisque le programme SCAF, et puis même le Rafale au standard F5, il y a les effecteurs déportés, etc., qui sont donc des drones Loyal Wingman qui accompagnent l'avion pour des missions qui sont potentiellement plus dangereuses, en tout cas potentiellement différentes. Et c'est l'idée que sans multiplier les cellules, on peut peut-être recréer de la masse, mais c'est hyper intéressant. Par exemple, le programme SCAF, c'est encore des drones hyper haut de gamme qu'on est sur le point de produire. On est sur un modèle où on fait de la super technologie française, mais qui va sans doute permettre de multiplier des choses, mais c'est pas exactement le chemin de retour à la masse pas chère que même les Américains font parfois sur certains modèles d'ailleurs. Concernant les drones justement qui vont faire partie de la famille SCAF, parce que le SCAF c'est déjà le Rafale F5 qui va arriver au début des années 2030, ce sera déjà un premier objet du SCAF. Il y a aussi l'UCAV, donc ça c'est le drone de combat, effectivement, comme vous le soulignez, qui est de haute technologie. Mais on travaille aussi sur tout ce qu'on appelle les remote carriers, donc d'autres drones qui pour certains seront réutilisables de temps en temps et d'autres qui seront, on va dire, jetables. C'est-à-dire, on les utilisera une seule fois et ils feront leur mission et après ils sont détruits. Donc il y a toute une granularité finalement dans tout le paquet drone qui accompagnera le Rafale, du drone bas coût jusqu'au drone très haute performance, qui, eux, seront en nombre limité, qui sont censés revenir et qui nous permettront finalement d'avoir une allonge supplémentaire en termes de furtivité, en termes de senseurs ou en termes d'effecteurs dans le champ adverse. Et c'est là que c'est super intéressant, c'est qu'on passe ensuite, ça va être les arbitrages, ça va être plus discret. C'est-à-dire, là, il y a le catalogue, et ensuite, il y a les commandes. Et ce sera intéressant. J'imagine que ce n'est pas forcément ce qu'on suivra de plus près, mais on aura tort. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'on commande dans toute cette panoplie de choses possibles-là. Parce que en fonction de ce qu'on commande et de quel niveau, ça dit quelque chose de ce à quoi on pense devoir faire face. Oui, alors, ce qu'on va commander, on saura le préciser de façon assez claire pour tout ce qui est du haut du spectre. Voilà. Après, tout ce qui est du bas du spectre, c'est plutôt avoir effectivement une première capacité pour valider le concept et entraîner l'ensemble des personnes qui sont amenées à mener ces opérations. Mais derrière, ça s'appuiera sur une chaîne de production. Parce que nous aussi, on porte la réflexion sur tout ce qui est la masse portée par du drone bas coût qui permet de faire la saturation et qui permet finalement, en mettant quelques munitions au milieu, d'avoir tout un nuage dans lequel évoluent nos munitions. Donc ça permet de les préserver aussi des systèmes solaires ennemis pour qu'ils puissent arriver à destination. Et ça, c'est possible grâce à la multiplication finalement de vecteurs qu'on enverra pour saturer finalement l'image radar de l'ennemi. Donc ces sujets-là de drones bas coût, si on dit bien on va en acheter 50, non, en fait, on achète 50 simplement pour valider le concept, mais derrière, on s'assurera qu'il y a une chaîne de production qui soit capable de livrer, avec une montée en puissance à définir, des quantités beaucoup plus importantes pour qu'on puisse avoir cette capacité de saturation. Donc, suivant la typologie du drone, l'approche ne sera pas du tout la même. Vous pensez que l'armée de l'air et de l'espace a fait sa révolution des drones? C'est très lyrique comme ça, mais parce que c'est un truc qu'on a beaucoup dit, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais que la France a raté le tournant du drone, notamment,
plein de théories sur pourquoi, comment, est-ce que c'est les pilotes qui voulaient pas, est-ce que c'est... Il y a plein de théories concurrentes, je sais pas si vous en avez une ou pas, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais le fait est que quand même maintenant on est à un stade différent, on est avec une guerre de haute intensité où on voit bien. C'est-à-dire de l'intérieur, est-ce que vous avez l'impression que ça a désormais tellement changé que tout le monde voit bien ce qui se passe, ou que, bon, mine de rien, l'armée d'aujourd'hui, c'est encore un peu l'armée d'hier. Même si on est en train d'engager une transformation, fonctionnellement, c'est toujours des Rafales et des Mirage 1000 qui volent. Et des pilotes qui ont été formés là-dessus, dans un certain type de mission, avec une certaine idée de leur rôle, etc. Est-ce que vous avez l'impression que l'institution a déjà fait son changement, ou qu'on est encore en train de basculer ? Ce qu'on peut déjà noter, c'est que l'armée de l'air, pour parler de l'armée de l'air, parce qu'on est avant 2019, exploite des drones depuis plus de 20 ans. Ça fait quasiment 25 ans qu'on exploite des drones. Donc l'arrivée du drone dans l'armée de l'air et l'organisation de l'armée de l'air pour exploiter des drones, pour avoir donc des pilotes à distance, les fameux PAD, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et donc on a opéré des drones en Afghanistan, on a opéré effectivement en Afrique, et on continue à en opérer. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on a raté le virage du drone ? Non, on ne l'a pas raté. Est-ce qu'on a mis toute l'énergie qui était nécessaire sur la dronisation dans l'armée de l'air à l'espace ? Là, on peut en discuter. En tout cas, aujourd'hui, avec ce qu'on évoquait, c'est-à-dire le projet d'avoir un UCAV et puis toute une série finalement de drones qu'on appelle les remote carriers, ça veut bien dire qu'on a quand même complètement basculé dans le monde de la dronisation et de l'automatisation. Ça veut dire que les gens qui préparent l'avenir l'ont fait, mais oui. La question c'est est-ce que les pilotes, est-ce que ce qui fait en fait la population de l'armée de l'air a déjà changé ce changement de mentalité, quoi. C'est un changement qui prend du temps, mais avec comme je disais, plus de 20 ans déjà d'expérience dans le domaine, la question de la dronisation, donc de l'équilibre entre ce qui est habité et ce qui n'est pas habité, le point d'équilibre va évoluer avec le temps. Mais en tout cas, on a déjà fait des arbitrages avec certains points d'équilibre, et notamment la manière avec laquelle, par exemple, on forme les pilotes à distance. Avant, on imaginait que ça ne pouvait qu'être des pilotes, essentiellement chasse, éventuellement transport, qui puissent devenir des pilotes à distance. Aujourd'hui, on a complètement changé. Il y a des gens ab initio, des jeunes ab initio qui rentrent dans l'armée de l'air et qui deviennent tout de suite pilotes à distance. Donc on voit bien qu'on change complètement finalement notre manière de voir ces différentes populations qui opèrent les différentes plateformes de l'armée de l'air. Donc tout ça va continuer à évoluer, évidemment. Mais ce qu'on doit noter aussi, c'est que à travers le retour d'expérience qu'on peut avoir sur la guerre en Ukraine, il y a quand même une grosse guerre dans le domaine ou dans le champ électromagnétique. Il y a quand même des zones qui sont extrêmement brouillées. Donc imaginez que l'on puisse tout droniser avec une capacité à commander tout ça dans un champ électromagnétique complètement contesté, ça paraît un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que quand on réfléchit à demain, on voit bien... Les avions de chasse peuvent se faire brouiller aussi. Ils ont aussi besoin de leurs senseurs électromagnétiques. Oui, et c'est un pilote de Rafale ou de F-16 ou de n'importe quoi avec les appareils complètement brouillés, il n'est pas bien non plus. Hein. Il n'est pas bien non plus, mais en tout cas, il y aura toujours un acteur à bord qui saura finalement prendre des décisions. Et effectivement, s'il n'a plus la capacité d'opérer ses senseurs, il changera de zone ou il annulera sa mission. Voilà. Et c'est pour ça qu'on travaille plus maintenant avec des bulles de connectivité. C'est-à-dire qu'on imagine demain un système, donc il y aurait une plateforme habitée ou plus d'autres plateformes qui ne seraient pas habitées, qui seraient connectées entre elles avec finalement un périmètre plus réduit, donc qui permettrait de s'affranchir finalement de la contestation du champ électromagnétique avec des connectivités dirigées entre les différentes plateformes, mais il y aurait toujours quelques plateformes habitées pour s'assurer de la bonne conduite de la mission, alors qu'il n'y aurait plus de relais vers l'arrière, parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent, où on pilote le Reaper depuis une station sol, ça marche très bien tant qu'il n'y a pas de contestation du champ électromagnétique. Mais s'il y en a, on sera bien content aussi d'avoir des bulles de connectivité en zone ennemie pour mener les opérations et prendre des meilleures décisions en fonction de la situation. Alors maintenant, pour l'actualité immédiate de l'armée de l'air et de l'espace, il me semble que... on reparlera du Bourget dans une minute, parce que c'est intéressant, ça m'intéresse de savoir ce que ça représente pour vous, le Bourget, mais juste avant, il y a quelque chose qui est assez marquant pour votre actualité, et dont il me semble que vous communiquez de plus en plus dessus, c'est les exercices de grande ampleur. C'est alors notamment Poker et Pégase. Alors Poker, c'est les exercices de dissuasion nucléaire, 4 fois par an, il me semble.
Et Pégase, c'est des raids de plus grande ampleur. Alors régulièrement, c'est dans l'Indo-Pacifique, notamment en 2023-2024. Là, plus récemment, c'était il y a 1 mois et demi à peu près. C'était Grand Nord, notamment dans la Baltique, autour des pays baltes, le corridor de Suwałki, etc. Mais en fait, ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, c'est que je vois très bien à quoi ça sert. Enfin, il y a un signalement politique, stratégique qui est hyper clair. Bon, voilà, poker, on montre aux autres qu'on sait faire des raids nucléaires, que faut pas trop nous chercher parce qu'on sait faire des raids nucléaires. Pégase, pareil, rien qu'avec les destinations dont je viens de parler, on voit très bien quel est le message politique derrière. On est capable de se projeter en Indo-Pac, on est capable de défendre le flanc est de l'OTAN, etc., etc. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'un point de vue plus organique, plus fonctionnel. Qu'est-ce que ça fait, ces exercices-là? Parce que ça pose la question de l'entraînement, de la situation, etc. Donc, très bien, on donne des messages. Mais concrètement, qu'est-ce que vous en retirez pour les forces, pour les capacités de l'armée et de l'espace, de faire ces trucs qui demandent beaucoup de moyens, qui sont très structurants pour les plans de charge, des appareils, des équipages, etc. Je vais dire à quoi ça sert, mais plus directement, qu'est-ce que vous en retirez? Oui, alors pour les exercices poker qu'on répète à hauteur de 4 éditions par an, au-delà de ce que vous avez très bien décrit, de démonstration dans le dialogue stratégique, pour nous, le poker, c'est quand même des exercices qui finalement embarquent toute l'armée de l'air et de l'espace. Puisque finalement, quand on fait un exercice poker, on met en œuvre plusieurs dizaines d'avions, mais vraiment, des fois, c'est plusieurs dizaines d'avions, qui nous permet, ce déploiement, de finalement avoir une situation de haute intensité. Donc il y a toujours les bleus et les rouges. Les rouges sont soit en vol, soit effectivement aussi au sol avec la défense solaire. Ça met en œuvre des moyens des forces spéciales air. Voilà, donc ça met en œuvre en fait tout un ensemble d'acteurs de l'armée de l'air et de l'espace, et on hisse tout ce personnel dans un scénario qui est de très haute intensité. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, ça entraîne tout le monde à une certaine réalité qui est assez proche de ce que serait un engagement de haute intensité. Et à travers ça, ça nous permet aussi de voir ce que ça donnerait en termes d'attrition sur les aéronefs. C'est quand même toujours très utile, donc je n'en parlerai pas ici puisque les chiffres sont confidentiels. De consommation de missiles aériens, notamment. Ça aussi, c'est très intéressant. Dans la réflexion qu'on évoquait tout à l'heure, de savoir finalement quels sont les stocks qui seraient nécessaires au-delà de la capacité de production en chaîne de MBDA, par exemple. Donc, sur le plan d'entraînement, c'est quand même très très intéressant, très très utile pour l'ensemble de l'armée de l'air. Et puis dans la construction, dans la réflexion de la haute intensité, on a des enseignements qui sont très riches. Et c'est hyper intéressant parce que ça pose la question de l'entraînement. Ça pose la question, il faut bien jouer les rouges. Quel rouge on fait jouer? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pense l'ennemi? Comment est-ce qu'on le dimensionne? Quel niveau de réalisme on pense? Quel niveau de réalisme on est capable Enfin, je veux dire, l'exemple canonique de ça, c'est l'armée russe qui a toujours fait plein d'exercices, mais qui étaient très démonstratifs. Et en fait, en Ukraine, ça les a pas aidés parce que c'était pas des exercices qui préparaient vraiment en tout cas, à ce qu'ils ont vu. C'est une question hyper ouverte. C'est-à-dire, comment on réussit à construire un exercice qui ait un vrai intérêt opérationnel au-delà de ce que vous décrivez parfaitement, la logistique. Enfin, c'est compliqué de faire, et c'est organisationnellement hyper complexe, mais quelque chose qui soit intellectuellement et stratégiquement qui fasse grandir, quoi. Non, mais votre question, elle est vitale. Et je la partage complètement, et c'est un enjeu majeur. Parce qu'on peut s'entraîner sur des scénarios ou avec des tactiques, donc si je prends un cran en dessous, être très bien entraîné, mais sur le mauvais scénario et avec les mauvaises tactiques. Ça, c'est le pire qui puisse nous arriver, et c'est l'attention majeure qu'on porte, nous, notamment quand j'étais sous-chef activité, puisque chaque année, on édite une directive de préparation opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace, où on donne les orientations au regard, finalement, de l'environnement et de la probabilité d'un engagement, que c'est pas plutôt, comme par le passé en Afrique, mais plutôt en haute intensité. Et en fait, pour ça, on a créé, d'ailleurs j'y étais à l'époque au Centre d'expertise aérienne militaire, ce qu'on appelle l'AWC, l'Air Warfare Center, ou le Centre de guerre aérienne. Ce qui veut dire qu'on a transformé le CEM, qui était complètement dédié finalement à l'expérimentation des nouveaux équipements, la rédaction des procédures d'emploi et de maintenance et la formation des premiers équipages, donc très technique. On a adjoint à ça ce qui est nécessaire pour une capacité. C'est-à-dire, c'est bien l'équipement, mais c'est aussi la doctrine et c'est la tactique. Donc la tactique, c'est le niveau d'entraînement sur les bonnes tactiques. Et au sein de cette AWC, plus récemment, on a créé la Weapon School.
Donc, Weapon School, je ne vais pas le traduire en français parce que ça donnerait une mauvaise idée de ce que c'est. La Weapon School, en fait, c'est le cœur où on anime la réflexion tactique au regard du retour d'expérience qu'on peut avoir dans les différentes opérations où on participe ou celles qu'on observe. Et donc, ça nous permet, finalement, à travers ça, et à travers un réseau, parce que cette Weapon School, finalement, forme des moniteurs tactiques, on va les appeler comme ça, mais avec la terminologie anglo-saxonne, c'est des QY. Donc, on a des QY qui sont formés par la Weapon School et qui se retrouvent dans chacun des escadrons. Et ça crée une araignée ou un réseau de réflexion tactique animé par la Weapon School à Mont-de-Marsan et qui s'assure que finalement, on a bien réfléchi sur quelles seraient les meilleures tactiques pour demain, quels seraient les meilleurs scénarios sur lesquels il faut s'entraîner. Et pour moi, ça, c'est majeur. Et grâce à ça, on essaie effectivement de s'affranchir, de rester dans des ornières de scénarios qui sont d'hier et des tactiques qui sont d'avant-hier. Et comment on se teste avec des alliés? Enfin, je sais pas. Par exemple, les raids, les missions Pégase, il y en a d'autres. Enfin, comment... C'est-à-dire, c'est quoi... Comment on reste pas en vase clos là-dessus, quoi? Alors, donc, il y a ce que je viens d'évoquer, effectivement, en interne, et tout cela, donc toute cette réflexion tactique, on la confronte à travers des gros exercices, comme que vous avez évoqués. Donc, on a quand même plusieurs gros exercices otaniens, Ramstein Flag, par exemple, qu'on fait en Europe. Il y a quelques exercices qu'on fait aux États-Unis, et aussi, il y a des exercices qu'on fait dans l'Indo-Pacifique. Et ça nous permet, finalement, de voir l'état de réflexion tactique aussi des autres pays, en fonction des machines qu'ils ont, parce qu'effectivement, opérer un F-35, c'est pas comme opérer un Rafale, donc c'est très intéressant de voir la manière avec laquelle ils opèrent, et ça nous confronte, et ça nous permet toujours de continuer à ajuster finalement nos tactiques, et donc s'assurer que l'entraînement est bien porté, avec des efforts au bon endroit, et pas sur des domaines qui seraient complètement obsolètes. Et ça opère bien ensemble, F-35 et un Rafale? Eh bien, c'est intéressant. Je pense qu'il faut qu'on parle du F-35 parce qu'on en parle beaucoup. Le F-35, c'est un avion qui est remarquable à différents titres. C'est que c'est quand même un vrai nœud de communication. Donc, et il a une capacité aussi de calcul. Donc, c'est un petit peu comme on imagine effectivement un avion. C'est pas qu'une plateforme qui vole avec des munitions, mais c'est aussi un cœur intelligent. Donc ça, ils l'ont créé. Mais c'est un petit peu ce qu'il y a derrière entre les lignes de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que cette capacité de calcul et de connexion n'est valable qu'entre F-35. Même les Américains ont de la difficulté à avoir finalement une connectivité large entre un F-35 et un F-16 ou un F-15 ou un F-22. Donc c'est un avantage, mais qui est très limité, parce qu'il est limité au périmètre du F-35. Le deuxième grand avantage du F-35, c'est qu'il est furtif. Donc, ils sont arrivés à un niveau de furtivité qui est très intéressant, ce qui leur permet de rentrer finalement dans l'ennemi au plus près des systèmes solaires pour pouvoir les détecter et éventuellement les neutraliser. Donc ça, c'est une plus-value aujourd'hui. Il faudra regarder la furtivité, l'apport de la furtivité dans la supériorité opérationnelle. C'est-à-dire que demain, avec l'évolution des radars, le fait qu'on utilisera de plus en plus de radars passifs, des radars de basse fréquence, et surtout la capacité à connecter tous les radars et les détecteurs. Donc le côté collaboratif des radars, on peut imaginer aussi des radars en THA, permettra finalement d'annihiler pour partie cette furtivité qu'apporte le F-35. Donc ce qui veut dire, si je me projette en 2035-2040, les deux gros avantages que je viens de donner, qui sont propres au F-35 aujourd'hui, cette contribution sera bien moindre à la supériorité opérationnelle qui, elle, nécessitera aussi d'un port de beaucoup de munitions, ce qui n'est pas le cas du F-35, de l'allonge lorsqu'on est en Indo-Pacifique, ce qui n'est pas le cas du F-35, raison pour laquelle d'ailleurs les Américains travaillent avec un mixte F-35, F-15, parce qu'il faut aussi des avions qui aillent loin et qui portent beaucoup de munitions si on veut avoir des effets militaires. Donc voilà, tout ça pour relativiser un petit peu le F-35, et pour revenir au début de votre question, tout l'enjeu effectivement c'est de voir jusqu'à quel point on pourra travailler de concert et en connectivité avec le F-35, ce qui est assez compliqué jusqu'à présent. Mais il n'y a pas de choix, puisque en fait, tous nos alliés en ont à peu près. Donc, tous nos alliés en ont, oui, tous nos alliés en ont, mais ils n'auront pas que du F-35. Sinon, ils seront quand même rapidement limités dans leur capacité d'emport de munitions. Alors, ça nous amène vers peut-être la dernière partie, qui est la partie actuelle, mais qui est la partie où
D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en aura encore. Parce que je me souviens, il y a 2 ans, il y avait un F-35 et un Rafale qui volaient côte à côte, et c'était tout à fait intéressant à voir au Bourget. C'est donc ce grand salon, cette grande messe mondiale, je pense. Alors maintenant, il y en a d'autres. Il y a aux Émirats, il y a en Chine notamment. Mais c'est que ça reste quand même toujours extrêmement important. En tout cas, pour le bloc occidental, les Russes et les Chinois n'envoient pas trop d'avions au Bourget, mais voilà, pour des raisons évidentes. C'est plutôt le bloc occidental. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend quand vous êtes là où vous êtes, parce que les trucs, vous les voyez avant aussi. À quoi ça sert un salon comme ça aujourd'hui ? Déjà, ce qu'on peut dire... Qui n'est pas que militaire, je le précise, c'est aussi un salon civil. C'est le point sur lequel j'allais venir. Ce n'est pas qu'un salon militaire, mais pour autant, je pense que cette édition sera quand même marquée par des questions militaires de façon assez prégnante, puisque l'environnement sécuritaire qu'on évoquait tout à l'heure nous oblige à considérer les questions de défense, et donc nous oblige dans un salon aéronautique à considérer les questions d'aéronautique militaire. Donc il y aura un volet militaire qui sera très marqué pour ce salon du Bourget, c'est certain. C'est quand même aussi l'accueil de 180 délégations venues de 80 pays différents. Donc pour nous, c'est aussi une opportunité de rencontrer nos partenaires, nos différents partenaires, donc les différents chefs d'état-major des armées de l'air partenaires. Et donc c'est un grand rendez-vous à travers lequel on pourra justement avancer sur toute une série de sujets que l'on a et qui sont partagés avec nos partenaires. Et donc ça, c'est quand même une grande plus-value finalement d'avoir ce salon du Bourget. Après, évidemment, c'est aussi le royaume de l'industrie, et donc ça permet de confronter beaucoup d'acteurs avec le monde d'industrie et partager finalement la manière avec laquelle on voit le futur. Et puis ça reste un salon du Bourget qui a une partie qui est ouverte à la population française. Donc c'est aussi une manière d'apporter de l'aéronautique vers les Français, et puis de l'aéronautique militaire, c'est-à-dire contribuer au lien armée-nation à travers cette grande fête de l'aéronautique, pour partie aéronautique militaire. Et vous avez envie de voir des choses, de montrer des choses ? C'est-à-dire, je sais pas, spontanément on pense, parce qu'en plus il y a une actualité des Rafales, on en a vendu à l'Inde, il y a une lettre d'intention avec l'Indonésie. Vu que c'est un salon qui est organisé en France et que le Rafale est toujours relativement central à ça, c'est important. En même temps, peut-être que vous avez envie de voir d'autres choses qui volent, je sais pas. C'est-à-dire... Il y aura toujours une série d'annonces qu'on découvrira ensemble. Pour l'armée de l'air, il y aura un temps dédié à la 400M qui arrive à une certaine maturité en termes d'opération. Il y aura, on l'a évoqué rapidement aussi, les questions autour de la réflexion portée sur les opérations en très haute altitude, donc réflexions qui ont été portées par l'armée de l'air à l'espace et qui sont relayées évidemment au plus haut niveau du ministère. Donc il y aura forcément de la communication sur ces grands sujets-là. Donc pour nous, c'est aussi une belle étape. Et encore une fois, les annonces au niveau des industriels, mais on découvrira ça ensemble. Mais c'est au niveau des industriels, enfin je veux dire, c'est hyper intéressant parce que c'est la question de la fusion, enfin pas la fusion, mais de la collaboration politico-militaire, et surtout militaro-industrielle française, c'est-à-dire quand on vend des Rafales à quelqu'un, c'est toujours le ministre et le président de Dassault, mais il y a aussi toujours des officiels de l'armée de l'air, parce que ça fait partie aussi, et qu'on sait que les ventes d'armes, c'est une manière de créer des liens, et que voilà, les Émiratis ont plein de Rafales, et qu'on a une base à Abu Dhabi, et que tout ça il y a des liens qui sont quand même assez consubstantiels dans tout ça. Donc ça pose la question, mais j'imagine bien qu'il n'y a pas de réponse définitive, mais de la place de l'armée de l'air dans ces enjeux-là qui sont politiques, militaires et industriels, quoi. Non, mais il y a quand même effectivement un besoin d'armée de l'air française. C'est-à-dire qu'un pays qui achète du Rafale, il achète un bel équipement, mais comme je disais tout à l'heure, une capacité, c'est un équipement, une doctrine et la tactique pour les équipages. Donc en fait, s'ils veulent avoir la capacité totale, c'est pas que l'équipement. Donc ils demandent aussi à l'armée de l'air et l'espace, dans la mesure de ce que l'on peut faire, de leur apporter de l'expertise dans la manière avec laquelle on peut opérer ces aéronefs. Donc évidemment, dans toutes ces exports, tous ces prospects, l'armée de l'air et l'espace est sollicitée pour apporter un certain niveau d'expertise dans différents segments d'exploitation de ces appareils. Ça, c'est un premier point.
Le deuxième point qui est notable, notamment dans une perspective de haute intensité, c'est prendre le retour d'expérience qu'on a de l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine, finalement, avec son industrie, arrive aussi rapidement à monter en puissance sur les drones, à monter en puissance aussi sur les missiles. Ils sont capables de concevoir et de produire des missiles qu'ils ne produisaient pas avant le début de la guerre. En fait, ça fonctionne très bien parce qu'il y a une intrication entre les opérationnels, donc les forces armées ukrainiennes, et les industriels. Mais c'est une vraie intrication, ce qui permet d'aller très vite sur la manière avec laquelle on améliore un système au regard des premiers emplois opérationnels. Jusqu'à présent, nous, on était plutôt dans un environnement un peu plus séquencé, avec la Direction générale d'armement qui fait effectivement l'articulation entre les forces armées et les industriels. Et je pense que ces équilibres-là, il faut les revoir à l'aune de ce que nous apprend un conflit de haute intensité qu'on peut observer en Ukraine. Merci beaucoup, Général Tardif. Donc on suivra évidemment tout ça, toutes ces annonces ou pas, la semaine prochaine au Salon du Bourget. Merci beaucoup. Merci. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon ou sur les outils d'Apple Podcast, de Spotify ou de YouTube. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.